Est-ce qu'on peut donner la parole à Monsieur Alain Hartmann? La technologie permet d'entrer en contact avec Alain Hartmann, qui va nous traiter de la distribution des bactéries pathogènes de l'homme ou commensales dans l'environnement et les agrosystèmes émergence de résistance aux antibiotiques. Alain Hartmann est directeur de recherche à l'INRA, UMR d'agréoécologie, microbiologie environnementale et risques sanitaires à Dijon. Monsieur Hartmann. Si on le voit. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous vois. Il est dans les vignes. Vous êtes dans Bonjour. les vignes, oui, Donc, c'est je voulais sympathique, ça. remercier messieurs les présidents des académies, messieurs les académiciens et les organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité et permis de faire cet exposé. Je suis désolé, voilà, j'ai attrapé le Covid et j'ai préféré pas vous le transmettre, donc c'est pour ça que je me suis abstenu de venir à votre contact. Donc, je vais vous parler de la distribution de bactéries pathogènes de l'homme dans l'environnement, en particulier dans le sol, puisque je travaille essentiellement sur le sol et un petit peu sur l'eau, dans les agrosystèmes, et en quoi ça peut impliquer l'émergence de résistance aux antibiotiques. J'ai, pour cette conférence, pas mal discuté avec un collègue canadien qui est Edward Top, sûrement certains d'entre vous le connaissent, qui travaille à Agriculture et Agri-Food Canada à London. Et donc, je le remercie. On avait déjà fait une communication pour l'Académie de l'Agriculture il y a quelques années sur un sujet équivalent. Donc, voilà le plan de l'exposé que je vais vous donner. En gros, c'est une approche qu'on pourrait qualifier de la fourche à la fourchette. Donc, je vais partir en fait du sol pour aller finalement jusqu'au risque d'exposition au travers des aliments. Et donc, c'est un cheminement que je vais essayer de vous faire suivre au cours de cet exposé. Monsieur Hartmann, si je peux me permettre de vous demander de parler un peu plus fort, car on ne vous entend pas très bien. D'accord, vous m'entendez mieux? C'est mieux. C'est mieux? Donc, en introduction, je vais vous parler du concept Une seule santé, des micro-organismes du sol et en particulier de pathogènes qui s'apparentent au groupe ESCAPE et également du résistome des sols. Donc, l'approche Une seule santé, donc, je vais résumer ici sur ce schéma. On voit que l'environnement et l'agriculture et différentes formes d'anthropisation de notre environnement peut avoir un impact sur les interactions entre les hôtes et les micro-organismes et plus généralement les micro-organismes pathogènes. Donc, vous voyez que tout un tas de facteurs, y compris le changement climatique, vont pouvoir avoir un impact sur les interactions que nous avons avec nos différents micro-organismes avec lesquels nous vivons et ainsi que les pathogènes. Juste pour vous présenter rapidement le sol, puisqu'on a parlé de nombres, donc vous voyez qu'on est sur des quantités très importantes de bactéries dans le sol, puisqu'on va jusqu'à 10 puissance 10 bactéries par gramme de sol. Beaucoup sont non cultivables, donc on a une densité microbienne très élevée, mais qu'on ne sait pas cultiver complètement. Donc d'où l'intérêt des approches omiques pour décrire cette diversité et décrire les gènes qui sont présents dans ces populations de micro-organismes. Donc, très forte densité. Si vous multipliez ça par le nombre de tonnes de sol qui existent à la surface de la planète, vous imaginez le nombre de bactéries que ça représente. En plus d'être abondantes, ces bactéries, elles sont très diverses. Donc, on va d'études anciennes à 6000 espèces par gramme de sol. Les études les plus récentes nous montrent qu'on peut avoir jusqu'à 1 million d'espèces différentes de bactéries par gramme de sol. Donc, une extrême diversité de ces organismes dans les sols. Alors, juste une petite présentation des pathogènes ESCAPE. Donc, ESCAPE, ça veut dire quoi? C'est Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudo aeruginosa et Enterobacter, auxquels je rajouterai l'E. coli BLSE, donc productrice de bêta-lactamase à spectre étendu, qu'elle soit pathogène, entérotoxique ou productrice de chigatoxine. Bon, on a quelques exemples récents des dégâts dramatiques causés par ces colis EHEC ou VTEC dans les temps très rapprochés. Ces pathogènes ESCAPE, ils sont considérés comme des agents majeurs au niveau clinique, donc avec une menace d'échappement à l'effet biocide des antibiotiques, et donc une menace clinique réelle qui est considérée comme quelque chose qui est à contrôler. Simplement pour vous indiquer qu'en termes d'infection mortelle,
Les 6 pathogènes que je vous ai cités, en fait, sont responsables à peu près de 1,27 million de morts par an. Donc, c'était les chiffres de 2019. Et c'est quelque chose qui correspond à peu près à un nombre de morts supérieur au nombre de morts liés au sida ou à la malaria. Donc, c'est l'intérêt de cibler ces pathogènes qui sont des pathogènes majeurs d'un point de vue de leur importance clinique et du fait qu'ils soient capables d'échapper au traitement antibiotique. Alors, le sol, c'est aussi un ensemble de gènes de résistance aux antibiotiques qu'on appelle résistomes. La production d'antibiotiques et la résistance aux antibiotiques, c'est quelque chose qui fait partie des interactions microbe-microbe dans les sols. Dans les sols, naturellement, les bactéries vont produire des antibiotiques pour se faire une place, entre guillemets, et d'autres vont sécréter ou être résistantes à ces antibiotiques pour éviter d'être tuées par les antibiotiques produits par d'autres. Donc, c'est un pool, ces communautés de micro-organismes hébergent donc un pool de gènes de résistance. Certaines bactéries sont naturellement résistantes, d'autres sont sensibles, d'autres vont pouvoir acquérir ces gènes de résistance. Donc, il y a énormément de publications qui sont réalisées sur le résistome du sol. Il y a à peu près 500 publications actuellement. Donc, les approches de métagénomique, comme je vous l'ai dit, et en particulier de métagénomique fonctionnelle, permettent de décrypter un petit peu ce résistome des sols. Bon, je vous ai mis un seul article en exemple pour vous montrer qu'on est capable de décrire de nouveaux antibiotiques, de nouveaux gènes de résistance aux antibiotiques par une approche de métagénomique fonctionnelle. En gros, on clone l'ADN métagénomique et on recherche les clones qui expriment des résistances à différentes molécules antibiotiques. Alors, vous avez le résultat d'une de ces études. Vous avez criblé sur de l'ampicilline, la gentamicine ou du trimétoprime, et vous voyez que vous allez retrouver un certain nombre de gènes qui sont inconnus, qui ressemblent à des gènes connus, mais qui sont profondément différents d'un point de vue de leur séquence et qui ont les mêmes fonctions. Donc, vous voyez que dans les sols existent, quand on utilise une approche sans a priori, de nombreux gènes qui sont capables d'avoir des fonctions de résistance aux antibiotiques qu'on ne connaît encore même pas si on ne va pas les chercher avec ces méthodes. Donc, un pool potentiel de gènes de résistance qui ne tient qu'à s'exprimer, c'est-à-dire que si on imagine que si on introduit des molécules antibiotiques ou des résidus d'antibiotiques dans un tel environnement, on peut imaginer que certains de ces gènes vont pouvoir émerger. Source de contamination des sols par les pathogènes escape, donc résistantes et par les gènes de résistance. Donc, bon, on remet toujours le même schéma. On consomme des antibiotiques, les animaux consomment également des antibiotiques, on recycle nos déchets, on recycle les déchets des animaux, en particulier dans les sols. Et tout ça, ça peut finir par se retrouver finalement dans nos assiettes ou dans l'eau qu'on boit et nous recontaminer. Alors, un schéma qui est un petit peu plus compliqué, qui met en évidence le rôle des sols comme un rôle central dans la boucle de contamination. Toutes les flèches ici vous indiquent des voies de transfert possibles de bactéries pathogènes entre les différents compartiments dans ces agroécosystèmes ou ces écosystèmes naturels. Vous voyez que les végétaux, les animaux vont être potentiellement impactés par différents systèmes. Vous voyez les systèmes de traitement des eaux, système des eaux usées humaines, système de traitement des eaux ou des fumiers animaux. Donc tout ça, c'est très compliqué à étudier pour savoir, si on veut savoir l'origine des contaminations, vous imaginez bien que la recherche des sources de contamination est complexe. Donc je vais cibler un petit peu sur le sol, puisque vous voyez que le sol va avoir un effet sur la qualité de notre alimentation, mais il va également pouvoir avoir un effet sur les rivières, sur la qualité de l'eau. Il va bien sûr être impacté par tous les traitements, les boues issus des traitements de stations d'épuration, mais aussi par les effluents issus des fermes. Donc, ces produits organiques résiduaires, ils sont malheureusement importants pour l'agriculture. C'est important parce que c'est un apport de nutriments dans les systèmes de culture pour les communautés microbiennes et pour le fonctionnement des sols. Donc, on est pratiquement obligé de faire une utilisation judicieuse de ces boues de stations d'épuration et des fumiers animaux. Ça permet de recycler et de conserver les éléments nutritifs. Ça permet d'améliorer la structure des sols et les rendements. Et ça peut contribuer également au stockage de carbone dans les sols, qui est une thématique et un service écosystémique qui est très important actuellement
puisqu'on essaie de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces recyclages de déchets en agriculture, c'est quelque chose d'éminemment souhaitable, mais il faut le faire en minimisant les risques par rapport à ces pathogènes ou à ces souches résistantes. On est aussi capable de réutiliser les eaux traitées en station d'épuration. Donc, c'est une pratique courante dans de nombreux pays, qui est une pratique qui est amenée à se développer en France. Il y a un arrêté du août 2010 qui permet, moyennant conditions sanitaires, de recycler les effluents traités de stations d'épuration pour l'irrigation des cultures et même des parcs et jardins. Donc, tous ces produits résiduaires organiques qu'on appelle pro à base de matière fécale, ou ces effluents contiennent donc des micro-organismes qui sont les bactéries résistantes aux antibiotiques, des pathogènes du groupe ESCAPE, je vais vous montrer, des résidus médicamenteux dont des antibiotiques. La question qu'on se pose, c'est effectivement quel risque pour la transmission de pathogènes résistants aux antibiotiques vers l'homme et qu'est-ce qu'on fait pour minimiser ces risques. Alors, un exemple d'un article récent sur les effluents d'abattoir poulet en Allemagne. Et vous avez ici sur la première figure, en fait, la distribution des pathogènes ESCAPE dans ces effluents. Vous avez deux stations. Vous voyez qu'on retrouve coli, le complexe Acinetobacter, Klebsiella, les MRSA, l'Enterobacter cloacae complexe, Pseudomonas aeruginosa. Et vous avez sur la droite les profils de résistance aux antibiotiques pour les différentes classes d'agents. Vous voyez qu'ils sont allègrement résistants, en particulier pour les colis. Vous voyez qu'il y a uniquement, pour beaucoup de souches, uniquement les carbapénèmes qui sont encore efficaces, ou éventuellement la mycacine. Donc, vous voyez un constat simple qui montre que ces bactéries ESCAPE sont potentiellement relarguées dans l'environnement et dans les sols ou dans les rivières à partir de systèmes d'abattoirs, par exemple. Donc, après, une fois qu'ils sont relargués dans l'environnement, est-ce qu'ils vont persister dans les sols? Et qu'est-ce qui va faire qu'ils persistent? Et est-ce qu'ils vont interagir avec d'autres résidus qui peuvent être déversés dans l'environnement également? Juste un exemple d'essais agronomiques qui sont réalisés justement pour voir quelle est la survie de ces bactéries dans l'environnement. Donc là, vous avez des petits schémas qui représentent des essais agronomiques. Chaque petit carré est une parcelle sur laquelle est appliqué différents déchets, des fumiers, des boues compostées, des biodéchets, des fumiers. Et en fait, c'est des essais multilocaux qui sont réalisés pour voir si effectivement on a une persistance de ces bactéries dans l'environnement. Bon, alors je passe rapidement les résultats. On retrouve les indicateurs de contamination fécale et pathogène dans les amendements et la plupart des sols. On avait également suivi Listeria monocytogenes, mais bon, on ne la retrouve pas. On retrouve des bactéries résistantes, en particulier quand on a apporté des boues non compostées. On peut aller jusqu'à 10 puissance 7 copies de gènes BLAS et TXM par gramme de boue, dans les lisiers de porc également et dans les fumiers de bovins non compostés. Et donc, si on regarde dans les sols qui ont été amendés, on s'aperçoit que les colis productrices de BLSE sont détectés dans les sols amendés, jusqu'à 1 mois après épandage. Donc, on a une persistance des bactéries elles-mêmes pendant une période relativement longue, d'1 mois, et les gènes eux-mêmes, les gènes BLAS et TXM, sont détectés dans plusieurs échantillons sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, ces gènes, comme a dit mon prédécesseur, en fait, ils peuvent être utilisés par d'autres bactéries par le procédé de transformation et récupérer et infecter, entre guillemets, d'autres bactéries qui sont présentes dans l'environnement. Bon, la conclusion de ça, c'est que l'hygiénisation des pros, au moins par compostage, doit être réalisée pour éviter la dissémination de ces indicateurs de contamination fécale et des souches et des gènes de résistance aux antibiotiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que même si on hygiénise, c'est-à-dire si on fait disparaître les entérobactéries, on ne fait pas disparaître les gènes de résistance. Et malheureusement, avec les outils qu'on a maintenant moléculaires, on est capable de suivre la persistance de ces gènes de résistance dans l'environnement et dans les sols, sur des périodes longues. Un autre exemple sur la contamination par des élevages, donc bovins, donc c'est un exemple d'un article qui a été réalisé en Côte d'Or. On a suivi plusieurs fermes et on s'est aperçu que ces colis produisant des BLSE étaient relargués par un certain nombre d'élevages
Sur 271 échantillons, on avait 13 qui étaient contaminés par des BLSE. La plupart portaient des gènes CTXM1, donc 8 isolats, et d'autres portaient d'autres gènes BLSE type TEM71. Donc, on a collecté les échantillons environnementaux et on s'est aperçu que non seulement les animaux étaient porteurs de ces souches, mais que les sols étaient aussi porteurs et qu'on a observé sur des périodes longues la présence des mêmes colis ou des colis très voisins dans des sols qui avaient été amendés avec les fumiers des exploitations où les animaux porteurs de ces souches étaient présents. Donc, les filtres environnementaux, voilà, ils n'auront pas forcément toujours un rôle majeur. On peut imaginer que certaines bactéries, que certains Escherichia coli soient capables de persister assez longtemps dans l'environnement. On sait que certains colis, par exemple, ont aussi des capacités à survivre, même chez les végétaux. On a aussi quelques exemples de ça. Donc, on peut imaginer tout un tas de réservoirs pour ces colis dans l'environnement et dans les sols. Donc, ces colis BLSE, ils sont intéressants parce qu'ils peuvent avoir un rôle d'indicateur au même titre que des indicateurs moléculaires comme les intégrons de classe 1, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Dans l'environnement, on relargue aussi des produits chimiques et des résidus de médicaments. Et donc là, il y a un article très récent qui est paru dans PNAS en février de cette année. Donc, c'est une étude globale sur la pollution par différents résidus de produits médicamenteux. 258 rivières ont été testées. Ça représente l'influence de 471 millions de personnes et sur 137 régions géographiques. Alors, vous voyez, bon, c'est pas très lisible, mais vous voyez le nombre de molécules qui sont retrouvées, la fréquence de détection, donc sur le tableau A, donc vous avez la carbamazépine qui est détectée dans 60% des ressources en eau. Et si vous arrivez sur les antibiotiques, vous avez la metformine, qui est un antidiabétique qui est retrouvé dans pratiquement 60% des échantillons d'eau de surface. Et puis après, vous retrouvez le sulfaméthoxazole, voilà, donc la colistine, donc vous retrouvez les antibiotiques. Vous voyez que ce n'est pas limité sur le petit schéma, ce n'est pas limité à l'Asie, ça existe aussi en Europe. Hein. Vous voyez qu'en bleu, l'Europe est aussi bien représentée en termes de nombre de sites contaminés. Et vous avez ici en dessous les concentrations auxquelles sont retrouvés ces différents produits, bon, le paracétamol, caféine, metformine, qui sont sulfaméthoxazole, qui sont retrouvés à des concentrations importantes dans de nombreux sites. Donc, vous voyez que non seulement on va relarguer des bactéries résistantes, mais on va aussi relarguer des antibiotiques et des substances médicamenteuses qui peuvent avoir un effet sur la sélection de ces gènes de résistance. Ici, vous avez la suite de cet article qui montre en fait les risques de perturbation de l'environnement. Alors, c'est ce qu'ils appellent les Probable No Effect Concentration, les PNEC, c'est-à-dire c'est la concentration à laquelle on n'a pas d'effet soit sur l'environnement, soit de toxicité, soit de sélection de gènes d'antibiotiques, de gènes de résistance aux antibiotiques. Donc en bleu, c'est les risques de sélection, c'est les Safe Target Concentration for AMR Selection. Donc c'est les endroits où vous avez un risque de sélection d'antibiotiques. Donc vous voyez toutes les barres bleues, en fait, où c'est le nombre de sites, ou le pourcentage de sites où vous avez une concentration de ces molécules qui est supérieure à la concentration safe, c'est-à-dire qu'on a effectivement un risque de sélection de nouveaux gènes de résistance. Donc, c'est un constat qui est relativement dramatique dans la mesure où voilà, on s'aperçoit qu'à l'échelle de l'ensemble de la planète, on a beaucoup de situations où on a un risque soit de toxicité, soit de faire émerger des résistances liées au fait du relargage de l'environnement de molécules perturbatrices ou permettant de sélectionner des résistances. Donc, juste pour conclure, un risque de co-sélection de gènes de résistance par d'autres polluants, contexte de pollution multirésidus, je vais montrer existence d'éléments génétiques portant de nombreux gènes d'adaptation à l'environnement, ça augmente le risque de co-sélection de gènes de résistance, nécessité de dépollution des effluents avant rejet dans l'environnement. Donc ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on continue à déverser dans l'environnement toutes ces molécules? Bon, il y a les Suisses qui commencent à faire de l'ozonation, de la filtration sur charbon actif. Donc je pense que ça va devenir une nécessité de dépolluer chimiquement ces effluents ou ces fumiers ou ces boues avant de les rejeter dans l'environnement. Juste pour finir rapidement, parce que j'arrive au bout du temps, donc, pour vous montrer que dans certains cas, on peut montrer que la contamination des sols va conduire à une exposition humaine au travers de la qualité de nos aliments.
Donc, les végétaux produits sur des sols amendés sont contaminés par des résidus antibiotiques ou des bactéries résistantes. Donc, ça peut représenter une voie de transmission à l'homme et à l'animal. En plus, on peut avoir un effet sur les communautés de micro-organismes, émergence de gènes de résistance, inhibition de certains micro-organismes et de fonctions écosystémiques. Ça peut aussi également augmenter le réservoir de gènes de résistance. Voilà, la question est là. Hein. Est-ce que quand on applique des boues, est-ce qu'on contamine les productions végétales? Donc, il y a plusieurs études qui ont été réalisées donc, par mon collègue Ed Top. Je vous rapporte rapidement les résultats à la fois des isolements, des méthodes culturales et des méthodes moléculaires. En fait, le résultat, c'est qu'effectivement, on a une persistance des gènes de résistance dans les sols et les végétaux qui sont récoltés sur les sols contaminés avec des pros sont plus contaminés avec des germes ou des gènes de résistance aux antibiotiques que les végétaux cultivés sans amendement. Donc, on a effectivement un impact de la contamination des sols sur la contamination des aliments. Juste pour finir, une petite idée sur le compostage qui réduit les nuisances liées à la résistance aux antibiotiques. Donc, ça va réduire un petit peu le problème et les risques de transmission de ces gènes de résistance. Bon, voilà, donc on parle de canary in the coal mine. Il y a des sols, dans les sols des gènes cryptiques, je vous ai montré, qui pourraient apparaître chez les pathogènes humains si on les fait émerger et si on les sélectionne par toutes les molécules qu'on rejette dans l'environnement. On a eu le cas des CTXM qui a déjà été cité, et puis Vera. Mais voilà, c'est un exemple qu'on traite actuellement, mais qui risque de se reproduire si on continue sur le même schéma de contamination de l'environnement. Voilà, à retenir donc survie des bactéries. Groupe ESCAPE a étudié, et bon, il y a relativement peu de données, c'est quelque chose qu'il faut surveiller dans l'environnement. Les cultures peuvent être contaminées, management possible par compostage, mais beaucoup d'autres solutions restent à imaginer pour sanitiser ou pour hygiéniser tous ces déchets qu'on recycle. Impact sur le microbiome des sols, contamination des ressources en eau très importante. Beaucoup de sites dépassent les safe zones de ces molécules. Et voilà, le risque, c'est le développement de l'environnement, de nouvelles résistances chez les bactéries pathogènes du groupe ESCAPE. Voilà, je vous laisse sur les fronts de sciences à développer. Bon, beaucoup de choses à faire sur les indicateurs de dissémination, faire le lien entre exposition et risque pour la santé. Bon, est-ce qu'on applique des principes de précaution? Et je vous remercie de votre attention et je suis désolé pour la petite longueur. J'avais un petit peu trop de diapositives. Voilà, je pourrais répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Hartmann, pour cette communication très, très importante. C'est absolument fondamental ce que vous nous avez apporté. Je voulais vous demander justement, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des surveillances régulières, obligatoires dans des régions pour un peu savoir ce que les bactéries multirésistantes sont dans le sol? Autrement dit, même avant les épandages, est-ce qu'on pourrait imaginer des prélèvements et des possibles désinfections de ces épandages? J'entends pas très bien si vous pouvez. Mais en fait, c'est faire un contrôle systématique avant le rejet des effluents dans différentes régions, c'est ça? Oui. Ben, en fait, on a fait une étude sur la région de Côte d'Or, sur plusieurs stations d'épuration, par exemple, et en fait, on s'aperçoit que même les petites stations d'épuration, en fait, rejettent des souches multirésistantes. On retrouve des colis du ST131, y compris dans les toutes petites stations d'épuration, voilà, donc qui fonctionnent parfois pas très bien. Et donc, voilà, ça n'est pas uniquement dans les grosses stations d'épuration connectées à un hôpital qu'on retrouve des gènes, des souches résistantes. Malheureusement, on le retrouve même dans les petites stations d'épuration. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise en compte générale de la qualité de ces effluents avant rejet dans l'environnement.
C'est ce qu'on fait pour le recyclage. Par exemple, si on veut recycler les eaux en agriculture, en fait, on a un cahier des charges avec une mesure de taux de d'Escherichia coli, par exemple, un abattement sur les phages F, un abattement sur les sulfitoréducteurs. Donc voilà, on a un certain nombre de critères microbiologiques avant de réutiliser ces eaux. Il faudrait aussi peut-être mettre des critères microbiologiques sur la qualité des effluents avant de les rejeter dans l'environnement. C'est quelque chose vers lequel on va. Et les Suisses commencent à aller vers ça. On a discuté avec eux récemment dans une conférence et effectivement, ils s'orientent vers un traitement supplémentaire des effluents avant leur rejet dans l'environnement, justement pour éviter ces pharmaceutiques et ces bactéries résistantes. Oui, je remercie M. Hartmann parce que c'est vraiment une illustration de mes propos de tout à l'heure. Sur comment les sols, l'eau ont une influence sur la santé et comment on doit vraiment avoir cet éventail devant nous. Alors, j'aurais deux questions à M. Hartmann. La première, c'est d'abord sur le développement des unités de biogaz par rapport au compost. Vous avez parlé des composts. Bon, quelle influence sur justement ces bactéries résistantes ou sur les produits antibiotiques qui demeurent. Et ma deuxième question, c'est, vous connaissez la SIAP avec l'approvisionnement en eau potable de Paris. presque 10% de l'eau que nous buvons ici, potable, vient de la Seine. Donc, sommes-nous assurés qu'il n'y ait pas de ces substances? Alors, la réponse à la première partie de la question, donc on travaille actuellement avec l'INRA et de Rennes et puis d'autres laboratoires, l'ANSES en particulier, l'ANSES de Ploufragan, sur les méthaniseurs et sur le devenir justement des entérobactéries résistantes aux antibiotiques dans ces méthaniseurs. Alors, ce qu'on s'aperçoit, alors on a eu à la fois des approches cultivables, des approches moléculaires. Bon, d'un point de vue moléculaire, en fait, les gènes persistent globalement au cours du traitement. Donc, les gènes, en fait, ils semblent pas affectés. Alors, les entérobactéries vont diminuer parce qu'elles sont détruites par le traitement de méthanisation, mais en fait, les gènes, on peut les suivre jusqu'au bout et on peut même s'apercevoir qu'en les phases de stockage du digestat, on peut avoir une réaugmentation du nombre de gènes de résistance présents. Donc, preuve que ces gènes, ils sont peut-être plus dans les entérobactéries, mais ils sont passés dans d'autres membres de la communauté microbienne qui est aussi très abondante dans ces méthaniseurs. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, en gros, la biométhanisation a un effet de sanitation, enfin d'hygiénisation en ce qui concerne les entérobactéries. Par contre, ça n'a pas d'effet, par exemple, sur les anaérobies, sur les clostridies et des choses comme ça, qui vont passer intégralement. Mais les gènes de résistance, eux, persistent. Donc, la question, c'est dans quelle communauté dans quel micro-organisme ces gènes persistent-ils? Concernant la deuxième partie de votre question sur la Seine, alors effectivement, l'eau potable, on la traite avant de la boire. L'eau de la Seine, c'est peut-être pas l'eau de la Seine directement, c'est de l'eau de nappe. Voilà, donc il y a tout un système de filtration, en particulier sur charbon actif ou sur biofiltre, pour justement se débarrasser à la fois des bactéries et des polluants chimiques. Moi, je ne suis pas un spécialiste des traiteurs d'eau, il y a d'autres personnes qui pourront mieux répondre que ça. Mais donc, a priori, on ne consomme pas ces résidus qui sont présents dans les eaux de surface. Alors ça, c'est vrai chez nous, quand on a les moyens de traiter l'eau. Dans les pays en voie de développement ou qui n'ont pas les moyens de traiter l'eau, y compris des pays qui sont peut-être riches comme l'Inde, mais qui n'ont pas les infrastructures qui permettent de traiter de l'eau et de faire de la potabilisation d'eau, on peut imaginer que les gens sont exposés à des multirésidus. Et donc, ça peut aussi augmenter les risques d'émergence et de sélection de résistance aux antibiotiques chez ces populations qui consomment de l'eau qui n'est pas complètement purifiée. Monsieur Hart. Autre question, si vous pouvez faire des réponses courtes, ça sera peut-être plus facile. Alors, il y avait des demandes de parole. On passe les micros. Oui, allez-y, je vous en prie. Bon. Oui, allez-y, madame. Bonjour, je suis Corinne Loire et je suis présidente d'un organisme de formation qui s'appelle ANA, comme homme, animal, nature, nature, animal, homme. ANA, une seule santé. Donc je crée des formations One Health.
Voilà. Donc ma question pour Monsieur Hartmann est concernant donc un potentiel risque infectieux des antiparasitaires, de l'utilisation des antiparasitaires, tant au niveau des animaux domestiques que dans les animaux de rente. Je voulais savoir s'il y a un travail sur, on va dire, un risque cumulatif de l'utilisation donc de ces antiparasitaires. Et deuxièmement aussi, on est en train de penser à l'utilisation d'urine en engrais azotés complémentaires sur les terrains agricoles. Et je voudrais savoir là aussi s'il n'y a pas de potentiels risques au niveau environnementaux. Merci. Réponse courte, s'il vous plaît. Oui, ben en fait, bon, moi, j'ai pas trop de données sur les ivermectines et antiparasitaires divers et variés. Bon, mais ils sont relargués dans les fumiers, les lisiers. Ils sont aussi persistants. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus aptes à répondre. Marie-Cécile, sur les structures génétiques, est-ce qu'il y a des associations avec des résistances à ou des sélections de résistance par des antiparasitaires? Je ne suis pas spécialiste là-dessus. Je ne crois pas. Une autre. Allez-y, oui. Question courte. Oui. Le compostage paraît être... Patrice Baillet, Académie de chirurgie. Le compostage paraît être un élément important. Est-ce que c'est un voisin du compost qu'on utilise dans les jardins? Et quel est le mécanisme du compostage dans ce rôle? Le compostage, normalement, il faut qu'il y ait, s'il est réalisé sur une plateforme officielle, dans les conditions normées, en fait, il est réalisé en andin avec un retournement régulier, éventuellement une aération, un contrôle de l'humidité et des retournements suffisants pour avoir des augmentations à température jusqu'à 70 degrés au cœur du tas. Et dans ces conditions, on a une hygiénisation, donc on a une réduction du nombre d'entérobactéries. Pas forcément du nombre de gènes, mais en tout cas, on a une hygiénisation par rapport aux entérobactéries. Donc, quand on va travailler sur des bouts compostés, on va avoir moins de bactéries, on ne retrouvera pas les bactéries dans le sol. Par contre, on va retrouver quand même les gènes de résistance. Donc il y a un effet de ce compostage quand il est réalisé dans les bonnes conditions sur des plateformes, dans les conditions contrôlées. Après, merci. Si c'est fait, ouais. si c'est un tas de boue ou un tas de fumée dans un coin de champ, il y a peu de chances que le compostage soit très efficace. Pascal. Yeah. Ah ben, une question, d'accord. Rapidement, alors, oui. Oui, vas-y, pour ne pas perdre de temps. Oui, mais bon, en fait, dans les sols, hein, l'antibiose, c'est quelque chose qui existe depuis la fin des temps, le début des temps. Donc voilà, c'est les bactéries, certaines bactéries qu'on a utilisées pour produire des antibiotiques, produisent naturellement des antibiotiques pour assurer une niche écologique suffisante. Et d'autres bactéries, l'évolution fait que des bactéries au contact de ces molécules biocides, en fait, vont développer des systèmes de résistance. Donc c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps dans les sols. Voilà. Après, ce qui se passe pour Cuivera, par exemple, et CTXM, en fait, on s'aperçoit que c'est un gène qui a été recruté chez Cuivera, qui a finalement servi à produire un gène CTXM BLSE très performant et très transmissible et qui est devenu complètement pandémique à l'échelle mondiale. Merci. Et pourtant, à l'origine, il était dans une bactérie de l'environnement du sol. Ouais. Dernière question, Arlette Laval.
Non, il y avait... Arlette Laval, Académie d'agriculture. Donc ces travaux sont extrêmement intéressants. Et Alain, merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur le fait que les bactéries résistantes persistent dans le sol un certain temps? Alors, c'est combien un certain temps? Et comment est-ce qu'on peut envisager une meilleure gestion? Parce qu'on aura toujours des bactéries résistantes dans le sol, c'est un phénomène naturel qui existe depuis la nuit des temps, et on aura toujours la gestion des effluents, qu'ils soient humains ou animaux, à faire. Donc est-ce qu'on peut avoir quelques idées un petit peu précises sur la question? Vous avez fait des choses très intéressantes avec EdTop sur justement cette persistance. En fait, Escherichia coli, c'est une bactérie qui est extrêmement pléomorphique, qui est très, très diverse. Il y a certaines souches d'Escherichia coli qui ont des traits d'adaptation aux végétaux. Il y en a certaines qui ont des traits d'adaptation à l'environnement, donc qui vont être beaucoup plus adaptées à survivre dans des conditions environnementales et qui vont être plus adaptées à l'environnement qu'au microbiote humain ou animal. Donc, en fait, c'est une espèce extrêmement diversifiée et avec des capacités adaptatives et des traits adaptatifs très diversifiés. Donc, dans l'environnement, dans le sol, en fait, on a retrouvé une bactérie qui a été trouvée initialement chez l'animal, dans un champ qui a été amendé avec le fumier, 1 an après. Alors, on l'a trouvée pas par culture directe, on l'a trouvée par enrichissement, hein, c'est-à-dire qu'elles sont à des quantités faibles. Donc mais on a quand même trouvé un génotype qui était voisin, voire identique à celui qu'on avait trouvé chez l'animal. Et c'était un champ cultivé qui était à plusieurs kilomètres de l'exploitation. Voilà, après, on peut imaginer que c'est un oiseau aussi qui a amené la souche. Voilà. Après, c'est extrêmement difficile de contrôler l'environnement. Hein. Le champ chez l'agriculteur, voilà, il n'y a pas de filet au-dessus, il n'est pas enfermé dans un labo. Donc, les sources peuvent être multiples. Mais on sait, par exemple, que les colis entéropathogènes ont des capacités de survie dans l'environnement supérieures aux souches de colis non entéropathogènes. Donc, voilà, et ces plasmides qui portent des gènes de résistance ou des îlots de résistance, ils peuvent aussi porter des gènes qui permettent à ces colis de mieux se comporter ou d'avoir des traits d'adaptation à l'environnement. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, je suis désolé, parce que si on veut rester dans les temps. Merci, Monsieur Hartmann, de cette communication avec Claude Vougeot derrière. C'est d'autant plus sympathique. Et donc, nous allons poursuivre.